Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la problématique de la ville durable en Afrique. Nous en parlons avec Monsieur Emiliano Kofi Ounou, secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Togo. Monsieur Ounou, vous étiez en train de peindre un tableau pas très reluisant de notre urbanisation en Afrique et particulièrement au Togo. Quels sont les détails les plus préoccupants, Monsieur Ounou? Les détails les plus préoccupants, c'est l'image de nos villes telles que nous les avons aujourd'hui et l'inobservation, comme je le disais tantôt, des règles qui encadrent l'acte de bâtir. Et une fois qu'on aura pris ça à bras le corps, je pense que nous pouvons relever tant de défis parce que nos lois, pour le moment, ne sont pas coercitives. Le gouvernement a pris sur lui d'être pédagogue, d'être accompagnateur, mais je pense qu'il viendra un moment où il y aura des règles plus coercitives. Qui sait si demain on nous dira tout citoyen qui aura construit son bâtiment sans permis de construire ne sera pas branché ni à l'électricité ni à l'eau. Et en l'espèce, vous aviez envie de nous partager une jurisprudence. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est l'histoire d'un confrère qui était de passage dans une rue. Il voit un bâtiment en construction. Il voit l'affichage devant le bâtiment et il voit que c'est un confrère ami, quelqu'un qu'il connaît. L'architecte du projet, il le connaît. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement, il est rentré sur le site de construction. Il a vu son confrère, il a salué, ils ont discuté 2 minutes et il est reparti. Le lendemain, le bâtiment s'est écroulé. Non seulement l'architecte du projet a été mis en cause, mais son confrère qui est venu lui rendre visite parce que, en tant que sachant, en mettant le pied sur un chantier, il aurait dû voir les anomalies et au sortir de là, adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son confrère, au maître d'ouvrage pour dire, en tant que sachant, je suis venu sur le chantier, j'ai vu qu'il y a ça qui n'allait pas. Ça le dédouane de tout dommage qui pourrait survenir demain. C'est montrer à quel point la responsabilité de l'architecte est engagée quand il vient à penser un bâtiment, quand il vient à exécuter un bâtiment qu'il aura pensé. Monsieur Ounou, l'une des principales préoccupations de chaque concitoyen, c'est de se construire une maison, et c'est le constat que vous faites aussi. Vous parliez à l'instant de l'urbanisation subie. Est-ce que cela serait une cause immédiate de cette urbanisation subie? Est-ce que tout le monde doit avoir sa maison? Je vais peut-être vous choquer, mais non. Tout le monde ne doit pas avoir sa maison. Maintenant, c'est ce que je dis encore une fois, c'est moi, c'est ma pensée, et je vous la distille. Maintenant que le gouvernement prend ses responsabilités avec le projet de 20 000 logements, par exemple, ne doit construire que celui qui est en mesure de respecter les règles. Il paraît que le Togolais aime bien avoir sa maison. Le Togolais devrait aussi avoir comme appétence de faire appel à des professionnels quand il construit sa maison. Alors, comment au niveau d'une ville comme Lomé, on peut avoir l'image des bâtiments qui sont, je ne sais, à géométrie variable, qu'à côté d'un immeuble R+5, qu'il puisse y avoir un taudis? Oui, c'est ça le phénomène de la matérialisation de l'urbanisme subi. Il faut aussi dire que depuis le temps, le Togo n'était pas doté d'un code de l'urbanisme. En somme, vous êtes promoteur d'un établissement de santé et moi, un promoteur d'établissement, je veux construire une discothèque. Rien ne m'empêche aujourd'hui, si je ne m'abuse, de venir me mettre à côté de vous, alors que ces deux fonctions ne peuvent pas être, il peut pas y avoir de mixité entre ces deux fonctions, et tout ça c'est réglé par le code de l'urbanisme. Je voudrais aussi souligner que en République togolaise,
aucun gouvernement, que ceux successifs de ces 10, voire ces 15 dernières années n'ont autant fait dans le domaine de l'acte de bâtir. On parlait tout à l'heure des ODD 11. Aujourd'hui, nous avons une numérisation de nos services. J'ai la chance de travailler dans d'autres contrées. En France, par exemple, aujourd'hui, quand on veut déposer un permis de construire, ça se fait en ligne. Mais ils l'ont hérité de la Covid. Le Togo n'a pas attendu la Covid pour digitaliser ce service. Donc la numérisation, c'est aussi un moyen qui nous permettra de combler le gap qu'il peut y avoir entre nos villes et les villes occidentales qui sont plus développées. Est-ce que la question foncière est-elle aussi importante à prendre en compte? Elle est fondamentale, la question foncière. Dieu sait que nous avons hérité un système mis en place par les colons. Au Togo, la terre n'appartient pas elle est une propriété plutôt des collectivités. Des collectivités. Donc, il faut, aujourd'hui, si vous me demandez vers quelle solution faudrait-il aller, je serai en incapacité de vous répondre. Mais je sais qu'il va falloir réformer en tenant compte de notre urbanité, de notre façon d'habiter, et ce n'est qu'en implémentant des mesures comme ça que nous irons de l'avant. Alors, qu'est-ce que cela peut impliquer que l'État prenne ses responsabilités en main pour s'octroyer des espaces pour reconstruire ou comment? Ça peut aller jusque-là. J'allais en revenir au drame du bâtiment qui s'est effondré. La mairie a propension à venir. D'ailleurs, elle l'a fait. Elle a un temps arrêté les travaux. La mairie peut suppléer le maître d'ouvrage au lieu que de démolir, parce que ça aussi, ça aurait choqué les gens. Nous n'en sommes pas encore là, mais ils auraient pu démolir, ou bien faire les travaux à la place du maître d'ouvrage et leur présenter la facture. Présenter la facture. Et elle a le droit. Nous devons avancer, faire des réformes. Il faut pas se cacher que rien que la double vente, la triple vente, quadruple vente, est en passe de devenir un sport national. C'est pas reluisant. Rien que sur ce plan-là, il faut réagir, il faut réformer, et puis essayer d'avoir un cadastre bien documenté, bien établi. C'est un outil de travail de fabricants de morceaux de territoire que sont les architectes. Et comment faire des habitants eux-mêmes les acteurs de changement vers l'amélioration de leur cadre de vie? Mais en fait, ce que j'aime à dire concernant ce problème, c'est que il faut être clair là-dessus. Quand on met en place un projet, on ne construit pas pour soi. Le projet a une destination. Quand, à la base, on implique les destinataires du projet, ils sont plus enclins à en prendre soin dès lors que l'outil leur sera mis entre les mains, parce que ils auront le sentiment d'avoir décidé, d'avoir participer à l'élaboration de ce projet. Donc ça fait appel à des facteurs de démocratie participative, qui en l'espèce facilitent la chose. La ville durable est une ville accessible. Alors se pose la question de la mobilité. Comment relever ce défi lorsque nos villes en Afrique semblent souffrir d'un même syndrome? Oui, on peut faire au phénomène d'étalement urbain, parce que il faut la cerner, la ville, il faut la contrôler, il faut la maîtriser. C'est pas elle qui doit nous maîtriser, c'est nous qui devons la penser et la mettre en place pour les citoyens. Et donc en urbanisme, je crois que c'est 8 kilomètres. Si dans une ville on veut accéder à un service
à un service public, à une crèche, à la poste, à une banque, ou bien aller acheter son crédit, faut pas faire plus de 8 kilomètres. Donc il faut peut-être à un moment penser à la verticalité, penser à la résilience de cette ville qui, à la faveur des changements climatiques, peut protéger les infrastructures et protéger aussi les habitants de cette ville par rapport aux inondations et aux vagues de chaleur, faire appel à des bassins de rétention, des jardins filtrants, et tous ces phénomènes qui vont faire que l'habitabilité au sein de cette ville, sans oublier les moyens de déplacement alternatifs pour que l'habitabilité soit douce. Alors oui, lorsque ces services sont excentriques par rapport au lieu d'habitation, alors quelles sont les conséquences immédiates sur la ville? Les conséquences immédiates, c'est simple. Vous allez avoir des villes dortoirs, parce que le citoyen, il se lève le matin, il va parcourir des kilomètres pour aller travailler parce que à proximité, il n'y a pas de service public, et il n'y a pas d'entreprises qui vont les employer directement. Donc, ils sont obligés le matin de sortir de leur ville, d'aller vers des points où il y a de l'emploi dans un même sens. Oui, voilà. Et le soir, rentrer pour aller dormir, ce qu'on appelle des cités dortoirs. C'est un phénomène, par exemple, qu'on hérite de cet état de fait. Et on va parler d'un autre aspect important, le numérique. Est-ce un accélérateur des objectifs de développement durable pour les villes africaines aujourd'hui? Mais bien entendu, je disais tout à l'heure que c'est un facteur qui permet de combler plus vite le gap qu'il peut y avoir entre nous et puis les sociétés occidentales plus avancées. Ça permet de digitaliser des services, de maîtriser la santé, par exemple. Au niveau de la CNSS, nous avons des services comme la biosécu, j'en passe, et d'autres. Et donc, en prenant à bras le corps cette numérisation, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses et avancer beaucoup plus vite pour essayer de rejoindre ceux qui sont devant nous plutôt que si on n'avait pas ça. Alors, Monsieur Hounou, vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Togo. Alors, qu'est-ce que l'ONAT a fait comme proposition par rapport à ces défis qu'il reste à relever pour avoir une ville attrayante, une ville pour aller vers une ville durable? Oui, si vous le permettez, c'est aussi pour moi l'occasion de dire un mot à l'endroit de nos autorités parce que ils viennent beaucoup plus que par le passé s'enquérir de la sensibilité des opinions, des idées des architectes. Il ne manque aucune occasion de nous faire appel. Alors oui, ils vous font appel et qu'est-ce que vous avez sur la table? Nous avons sur la table, sous la présidence de mon frère et président Limazier, nous avons par exemple... Gilbert Limazier qui est le président. Voilà, dont je suis le secrétaire général. Nous avons mis par exemple en place l'ONAT à la rencontre du Togo. Parce que à tort, les gens pensent que l'architecte, il est là pour le riche. Dès son élection, il est à son deuxième mandat, dès sa première élection, il a dit qu'il voulait vulgariser l'architecture, que l'architecture soit un outil pour tout citoyen, quelle que soit sa bourse. Et donc nous avons mis en place l'ONAT à la rencontre du Togo. Nous en serons bientôt à la 4e édition en janvier 2025. Nous serons à Tchévier. On a commencé avec Kara, après on a fait Atakpamé, l'année dernière on était à Sokodé et cette année on sera à Tchévier. Et lors de ces moments de sensibilisation, parce qu'on va vers les populations, par exemple nous serons dans les régions environnantes. Et à chaque fois, nous prenons sur nous de nous déplacer à travers les mairies, à travers les préfectures. On fait appel au préfet qui réunit les maires sous son autorité.
On va discuter, on émet des idées, on recueille l'idée ou bien les problèmes que peuvent avoir nos maires dans l'exercice de leurs fonctions concernant le cadre de bâtir. C'est des moments de sensibilisation, on est sur les antennes, on réagit, on va vers la population, on leur propose des choses, on est même allé jusqu'à proposer à certaines mairies de mettre à disposition pour ceux d'entre nous dont la bourse ne permettrait pas de faire appel à un architecte, de mettre en place des plans auxquels ils pourront avoir accès gratuitement s'ils veulent construire pas de grands immeubles, parce que vous savez bien comme moi, quand on veut construire un bâtiment, on est un peu secret dessus, on va voir le professionnel, on dit je voudrais faire une petite chose, et bien après on voit un gros bâtiment qui surgit. Mais là nous avons proposé aux mairies d'avoir des plans à disposition des 2 chambres salons, des 3 chambres salon, et pour pouvoir se mettre dans la roue d'accompagnement sociaux. Alors oui, justement, vous architectes, vous allez maintenant vers la population, vers des populations excédées par les inondations, excédées par l'insalubrité, excédées par tous les affres de changement climatique. En ce moment-là, quelle est la teneur du message que vous leur portez? La teneur du message, c'est encore une fois de se conformer à la règle, de faire appel à des professionnels qui vont les entourer de conseils. Aucun parent, disons-le, n'est stupide à ce point de mettre au monde un enfant, de supporter sa scolarité, et quand vient le moment de faire des études universitaires, envoyer son gamin dans une école d'architecture, il va faire 5 ans. Au sortir de ces 5 années, il va devoir faire 2 années de stage dans un cabinet d'architecture avant de venir prêter serment, parce qu'on prête serment, et après devrait, en tant qu'architecte, s'il est en règle avec les cotisations ordinales de l'ordre, c'est tout un parcours. L'État ne peut pas mettre de l'argent pour former des professionnels de cet acabit, et après que les populations n'en usent pas. Et quand ils en viennent à les solliciter et avoir un permis de construire, l'État va au-delà de ça, parce que sous d'autres contrées, le permis de construire, c'est un document administratif qui s'obtient à l'étape avant projet sommaire. Mais le gouvernement, étant prévoyant, a bien encadré la chose au Togo, et nous, on est au-delà de l'étape avant projet sommaire, parce que dès lors qu'on dépose le permis de construire, il est fait appel à un ingénieur qui fait les calculs de structure, on s'entoure de garde-fous, et quand le chantier est en cours d'exécution, l'État met encore une commission de contrôle composée d'architectes, d'ingénieurs, de sapeurs-pompiers, d'agents du service de l'urbanisme qui viennent s'enquérir de la conformité de l'exécution du bâtiment en relation, en conformité avec le permis de construire qui a été octroyé. C'est des mécanismes dont on ne peut pas se priver en tant que citoyen. Et en observant ça, nous allons améliorer la qualité de vie, non seulement à l'intérieur de nos bâtiments, mais à l'intérieur de nos villes. Parce que quand l'urbanisation est subie, quand tout d'un coup, en zone périurbaine, on voit les maisons s'agglutiner les unes à côté de l'autre, c'est tout autant d'espace au sol, d'espace d'emprise au sol qui sont bétonnés. Quand c'est bétonné, ça n'aspire plus l'eau de pluie, l'eau de ruissellement. Cette eau va où? Nous devons y penser en amont. Et c'est comme ça que nous allons rectifier le tir. Et ce sera votre appel pour cette fin d'émission? Oui, ça sera mon appel pour cette fin d'émission. J'ai pu le dire. Nous sommes 8 millions de Togolais. Nous devons être 8 millions de citoyens. Faire appel à un architecte au même titre que l'acte de vote, c'est un devoir civique. L'architecte, c'est un facilitateur du vivre ensemble. C'est un acteur de cohésion sociale. Nous ne devons pas nous en priver. Et il est
accessible plus que vous ne le pensez. Merci. Merci à vous, Emiliano Kofi Hounou, architecte, urbaniste, secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à Annie Ward et puis à bientôt, je l'espère. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.